Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Au studio, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Martin Balucha, ancien correspondant de la radio publique tchèque à Paris. Ahoj Martine, bonjour Martin. Ahoj, dobrý den, moc děkuji za pozvání, merci de m'avoir invité, merci beaucoup. Qu'est-ce qui te manque le plus? Tu viens de rentrer en Tchéquie, à Prague, dans la routine que tu pouvais avoir peut-être quotidiennement ou les week-ends en famille, peut-être à Paris désormais? Alors les week-ends c'est un petit peu difficile puisque le correspondant il s'arrête pas en vendredi. Le vendredi ça s'arrête jamais en fait le travail. Donc les week-ends c'est un petit peu compliqué. On travaille 3 sur 4 week-ends par mois, je veux dire. Donc les week-ends, c'était pas toujours les vacances, c'était pas toujours les jours libres, mais ce qui va me manquer certainement, c'est la manière dont les correspondants peuvent travailler. Je veux dire la liberté de choisir les sujets, de les traiter les sujets. Donc c'est ce qui va me manquer, c'est surtout cette liberté de choix, de travail. C'est ce qui va me manquer beaucoup. Est-ce qu'elle est réellement présente, cette liberté? Parce qu'on sait que de temps en temps, la boucle médiatique fait que le correspondant à l'étranger doit suivre ce qui est envoyé par les agences, puisque la rédaction, en ce qui te concerne à Prague, ne regarde que les agences de presse, peut-être la CTK en particulier, en ce qui te concerne. Est-ce qu'on arrive facilement, dans ta position, à sortir de ça? J'ai beaucoup essayé puisque on travaille sur à plusieurs niveaux. Donc le niveau, je veux dire justement des agences, des informations d'agences, ça c'est le premier niveau. Puis, malheureusement les correspondants, et c'est comme ça, on l'accepte. Les correspondants sont des agences également des médias, de la radio publique tchèque, de la télévision tchèque. Donc on traite bien sûr ces sujets d'actualité. Mais le deuxième niveau, et ce qui me paraît le plus important, c'est justement de sortir de cette bulle d'instants, d'informations, des infos qui doivent être traitées la journée, mais d'aller au-delà justement de ce qui se traite chaque jour. Donc ce qui m'importait, c'était de voyager beaucoup, d'échanger non seulement avec les Parisiens, puisque à Paris c'est un univers à part. Donc je voulais beaucoup voyager et traiter d'autres sujets, parler avec d'autres gens, pas seulement avec les Parisiens. Et c'est ce que je pense qui est le plus important, de traiter les sujets, par exemple grâce à Radio Prague, grâce à toi, grâce au flux d'informations, aux échanges, on pouvait parler avec la famille en Bretagne qui a sauvé le pilote Robert Ossendorf. C'était le pilote tchécoslovaque qui est en mission, durant la Deuxième Guerre mondiale bien sûr. Et donc j'ai pu échanger avec la famille en Bretagne et également la famille ici en Tchéquie. Donc c'est un sujet entre les deux, entre la Tchéquie et la France, un sujet qui relie les deux pays. Extrait de cette série que tu as réalisée et produite pour la radio publique tchèque. Robert Ossendorf byl následně převelený na základnu do jihofrancouzského Istres nedaleko Marseille, kde se přeškolil na francouzské bombardéry. Uměl pilotovat letouny. V Istres pouze doplnili jeho výcvik a proškolili ho, aby uměl zacházet s výzbrojí. Po válce se mu totiž dostalo pocty a obdržel francouzskou medaili. Popisuje francouzský historik. Alors, Martin, en tchèque évidemment, tu es passé rapidement à la routine de travail. Est-ce que tu peux quand même nous parler d'un endroit préféré à Paris, peut-être près de là où tu as habité ou ailleurs, un endroit où tu aimerais revenir dès que tu vas être dans la capitale française à nouveau? J'en ai plusieurs. J'ai beaucoup aimé voyager en vélo à Paris. Je n'ai pas eu peur de ramener, de faire le vélo avec mes enfants, avec mes garçons, mes fils. Donc c'est ce qui était bien, puisque les pistes cyclables, c'est autre chose. À Paris, il ne suffit plus que de dessiner le petit bonhomme sur vélo et voilà, on a une piste cyclable. Non, à Paris, c'est bien de faire la distinction entre la piste cyclable
avait la piste, je veux dire la route pour les voitures, ce qui est pas toujours le cas ici à Prague. Donc on faisait des petites escapades en vélo à Paris également. On avait une place tout juste en face de la Tour Eiffel. Il y a et là il faut que tu m'aides. Il y a la vrba, le saule. Le saule, le voilà, saule pleureur. L'arbre, voilà. Tout juste sur la rive de la Seine, et on pouvait regarder tout ce qui se passe, les touristes, et là c'était paisible en fait. On voit le RERC qui passe sous la Tour Eiffel, on voit les bus, on voit les touristes. De temps en temps il y a des touristes asiatiques, je pense de Corée du Sud, qui viennent pour faire des albums pour les nouveaux mariés. Donc on voit des femmes en robe, mais tout ça c'est tranquille, et tout le monde, les touristes, ils passent évidemment à partir de Trocadéro, la ligne métro, ils traversent le pont, et on pouvait regarder tout ce monde se dérouler devant nos yeux, et c'était tranquille et paisible. On va d'ailleurs revenir à la Corée du Sud un peu plus tard. D'abord, on entend, tu as un français parfait, quasiment parfait. Est-ce que tu as un mot préféré dans la langue française ? Je répète beaucoup en fait, mais il faut pas le faire. J'essaye de ne pas le faire. Il y a des petits mots qui me viennent comme ça, mais la langue française, c'est pas ma langue maternelle, mais j'ai vu que tu aimais bien l'expression langue de bois, qui a pas vraiment d'équivalent en tchèque. Oui, langue de bois, c'est difficile à traduire. C'est justement une expression qui m'est venue grâce à la chanson de Zaz, justement. Et c'est une chanson Je veux, voilà, de Zaz, la chanson que j'aimais beaucoup également grâce à ma prof de français au lycée ici à Prague. Donc c'était un moyen d'apprendre le français également pour moi. Et d'ailleurs, j'ai eu la possibilité de d'échanger avec Zaz. Quelle transition parfaite. Extrait. Zaz, Isabelle. Comme tu veux. Jak chceš. Zaz nebo Isabel. Jsme jedna a ta stejná osoba. On est les mêmes, hein. Est-ce que tu peux me raconter tout d'abord en fait Zaz? Můžeš mi na úvod říct, jak jsi přišla k pseudonymu Zaz? J'avais à l'époque, je sais pas si tu te rappelles des MySpace. Ten pseudonym je z období sociální sítě MySpace. Extrait de cet entretien avec Zaz. S'il y avait un autre entretien, un autre reportage à choisir pendant ces 4 ans que tu as passé comme correspondant en France, est-ce que un viendrait tout de suite à l'esprit? Il y en a plusieurs. On en a parlé tout au début, que c'est des informations, des reportages d'actualité, que ce soit par exemple les reportages sur les drones qui commencent à être fabriqués dans les usines de Renault par exemple. Là, j'ai eu la possibilité d'échanger avec les syndicats, pas vraiment dans l'usine puisque c'est les informations secrètes et on peut pas vraiment dévoiler. Donc c'était ça. J'ai beaucoup aimé partir en Normandie lors des commémorations justement du débarquement justement. Donc j'y étais là il y a quelques semaines, actuellement quelques mois, pour pouvoir échanger avec. À chaque fois c'est différent. À chaque fois. Bien sûr qu'il y a des commémorations, 75 ans, 80 ans, il y a beaucoup de gens, mais quand on dépasse ces commémorations des 10 années qui sont, en tchèque, ça s'appelle kulatiene, mais quand on dépasse, on vient l'année prochaine, l'année suivante, il y a moins de gens, mais à chaque fois c'est différent. Il y a des histoires incroyables. Par exemple, j'ai rencontré un citoyen, un homme qui est venu de l'Amérique du Sud. Et je me disais, qu'est-ce qu'il fait là? Et là, il me disait raconter de son grand-père qui combattait en Italie, et il voulait venir également en Normandie. J'ai rencontré un Français qui à chaque fois vient avec son véhicule militaire, justement qui a pas vraiment fait le débarquement en 44, mais qui était justement utilisé également par les soldats américains, un peu après les soldats français en Indochine. Donc à chaque fois on rencontre des gens et on a possibilité de suivre, de parler de ces histoires incroyables. Martin, comment est-ce qu'un journaliste tchèque et d'un média public tchèque est considéré actuellement en France? Est-ce que
c'est difficile d'accéder au cercle proche du pouvoir, notamment du pouvoir politique, mais aussi du pouvoir économique des patrons de grandes entreprises. Est-ce qu'il y a des hiérarchies qui se créent? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça a été difficile parfois pour toi d'accéder aux personnes que tu voulais interroger? Bien sûr que c'est difficile. On doit toujours expliquer qu'on n'est plus la Tchécoslovaquie, qu'on est la Tchéquie, même si c'est plus de 30 ans après la révolution de velours, on a toujours du mal en France, même si ça s'améliore. Donc ça d'abord, il faut qu'on explique d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait. Moi, j'avais toujours tendance à comparer. Donc c'est le même service que France Info, France Inter, Radio France. Là, on s'imagine mieux. Donc il fallait se présenter. Et ce qui était bien, c'est d'avoir des contacts qui poussaient, qui faisaient l'intermédiaire, qui expliquaient également. Donc lorsque je voulais approcher le cercle de Daniel Kretinsky, c'était difficile. On approche très difficilement justement ce cercle approché de Daniel Kretinsky, qui est un homme d'affaires que tu prononces à la française, donc. Daniel Kretinsky, voilà. Mais j'ai eu la possibilité d'échanger avec Jérôme Le Filiatre, qui a écrit le livre Mystère K sur justement Daniel Kretinsky. Mystère K, justement, ça je trouve magnifique ce titre. Je voulais y venir un peu plus tard dans notre entretien, mais on va en parler maintenant de Daniel Kretinsky parce que c'est quand même, comme disent les anglo-saxons, quand on parle de la relation bilatérale entre Prague et Paris, l'éléphant dans la pièce. Est-ce que ça t'a valu, à toi, journaliste tchèque à Paris, beaucoup de questions de la part de tes collègues français, de tes collègues étrangers installés à Paris aussi? Et comment est-ce que tu as observé ce parcours peu commun d'un Tchèque dans l'Hexagone? Je pense que ça a beaucoup changé. Moi, je suis venu en France en 2022. Il y était déjà, mais pas pour longtemps. Et son parcours, il est incroyable, puisque je me rappelle, c'était un homme d'affaires qui est venu de l'Est. Un homme d'affaires, on se posait la question justement, est-ce que c'est un Ruskov? Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Donc il y avait beaucoup de questions. Et voilà. On te posait des questions à toi directement? Oui, également. Mais peu après, quelques années après, le président Emmanuel Macron, comme chaque année, il organise cet événement au château de Versailles pour les investisseurs qui viennent de l'étranger. Et voilà, Monsieur Kretinsky, qui est assis juste à côté de Brigitte Macron, dans la place d'honneur. Tout ça juste pour expliquer que en 5 ans, en quelques années, il a réussi à faire ce parcours incroyable d'un homme d'affaires qui est pas connu. On se pose des questions jusqu'à un homme d'affaires qui est connu, qui est estimé dans certains cercles et qui fait des justement qui travaille avec Vincent Bolloré, qui travaille avec les milliardaires français et qui est voilà déjà dans le cercle des puissants, je veux dire, en France. Donc il a plus besoin des journalistes tchèques, bien sûr. Son influence, c'est à travers toute l'Europe. En Royaume-Uni, on l'a vu récemment parler au Parlement, aux Pays-Bas, justement. Donc, pour lui, les interlocuteurs, quand il veut dire quelque chose, c'est des médias avec la portée globale. C'est plus les journalistes tchèques. Donc, c'était d'autant plus difficile. Mais j'ai réussi à parler avec un milliardaire, avec un homme d'affaires français, quand on parlait de l'acquisition de l'Atos. Donc cette entreprise Atos, oui. Atos, justement, cette entreprise pour le software, pour également des essais nucléaires, donc une entreprise stratégique. Et il y avait justement une réticence, il y avait beaucoup de questions, justement de questions. Je me rappelle, je pense que c'était Bruno Retailleau qui disait on va pas vendre nos joyaux à quelqu'un qui travaille pas vraiment dans le domaine. Ça, c'était la question, ce qu'on mettait en évidence. Donc pour répondre à ta question, bien sûr que c'est difficile et il faut toujours trouver des voies pour se rapprocher de ce cercle des puissants.
Il est devenu, Daniel Křetínský, presque central dans cette relation entre la France et la Tchéquie aujourd'hui. Ce qui a été central pendant de nombreuses années et pendant que tu étais à Paris, c'est la question du nucléaire civil, évidemment. Je me souviens qu'on s'est croisés aussi au Rudolfinum, pas très loin d'ici, quand Emmanuel Macron est venu défendre le groupe français EDF pour cet appel d'offres nucléaire très important, finalement perdu et remporté par le groupe sud-coréen KHNP. Comment est-ce que tu as perçu ça de Paris côté français ? Est-ce que c'était de la déception ou est-ce que c'était de l'agacement ? Je pense que il y avait les Français, ils ont mis beaucoup d'efforts Et beaucoup d'argent. Donc c'est compréhensible qu'ils voulaient gagner cet appel d'offres. J'ai remarqué en effet qu'il y avait de la déception. Et les diplomates me disaient avant. Les diplomates me disaient que si les Français ne gagnent pas cet appel d'offres, qu'il y aura des portes fermées. Mais je pense, je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que, et c'est compréhensible, que évidemment les Français qui ont mis beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts, j'ai échangé à plusieurs reprises avec Vakis Ramani, qui est le numéro 2, le vice-président pour le EDF. J'ai échangé avec plusieurs cadres justement d'EDF. Et ce qui mettait en lien, c'est justement les financements de l'État sud-coréen qui appuie, c'est la grande question, KHNP. Donc il y avait des questions non seulement sur l'appel d'offres, mais sur les Sud-Coréens, comment ils font, est-ce que c'est vraiment la manière dont on devrait procéder, dont on devrait travailler, et ça continue d'ailleurs. Donc, mais oui, c'était difficile. Et je pense que ça, d'une certaine manière, ça a marqué les relations franco-tchèques. Pas pour mais c'était un événement qui était important. Ta nomination officielle a correspondu quasiment jour pour jour avec le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Moment de rupture, surtout le continent et dans le monde entier, on peut dire. Est-ce que tu penses que ce sujet de ce conflit armé qui continue maintenant depuis plus de 4 ans et demi va être un sujet central ou pas de la prochaine présidentielle française, de ce que tu as pu observer pendant ces années ? Ce que j'observe, c'est que à partir de l'invasion russe en Ukraine en février 2022, les Français ont réagi. Là, je veux dire la présidence, le gouvernement. Il y avait ce fameux bouclier énergétique. Et quand on fait un pont vers aujourd'hui, il y avait la crise Hormuz, il y avait justement cette crise également énergétique, et je remarque que le gouvernement français a procédé de tout différemment. Il n'y avait pas ce bouclier très généreux énergétique, mais que la LED est beaucoup plus ciblée vers des familles plus démunies. Et là, je pense qu'il y a une prise en compte de la dette. On en parle aujourd'hui quand on regarde le Figaro, la une de Figaro, c'est les taux d'intérêt, que la France finance sa dette avec beaucoup plus d'argent, même plus que la Grèce. Donc ça, c'est une épée de Damoclès, comme Michel Barnier l'a dit en tant que, je pense, Premier ministre. Et ça, je pense que c'est un fait, et que les Français se rendent de plus en plus compte que on peut pas réagir comme auparavant, et ça, ce qui rentre dans le jeu également. Et là, ça sera utile d'avoir préservé un contact avec le président russe, parce que c'est bien avec lui qu'il faudra parler le moment venu. Vous parlez d'un rôle médiateur. Est-ce que vous pensez qu'après les propos de Monsieur Macron de ne pas humilier la Russie, est-ce que vous pensez que les pays centrales de l'Europe orientale centrale, et également l'Ukraine, est-ce que ces pays-là, est-ce que vous pensez qu'ils voudront bien que la France reste un médiateur dans ce conflit après ces propos-là? Je pense qu'il y a
Et c'est complètement normal. Il y a énormément d'émotions autour de l'affaire ukrainienne. D'ailleurs, des bonnes émotions aussi, des mauvaises et des bonnes. Je pense que le jour venu, ce que tout le monde regardera, c'est qu'est-ce qui marche. On vient d'écouter un court extrait d'un entretien que tu avais réalisé avec le diplomate français d'origine tchèque, David Cvar. C'était quelques mois après cette invasion à grande échelle. Je crois que c'était en juin 2022. Beaucoup de sujets, même dans l'actualité, d'ingérence russe, des candidats à cette présidentielle française visés par la désinformation orchestrée par le Kremlin. Et tu as fait des sujets sur cette ingérence russe, notamment les têtes de cochon devant les mosquées. C'est quelque chose dont tu as l'impression que les Français ont pris conscience pendant ces années, ou un sujet qui disparaît des problèmes du quotidien qui sont là? Certainement. Et ce que je remarque, c'est que la France, elle a fait un tournant sans précédent. En ce qui concerne la relation avec la Russie, qui était une relation assez forte, il y avait beaucoup d'entreprises françaises implantées qui travaillaient en Russie. On se rappelle le président Emmanuel Macron qui, tout au début de son premier mandat, qui a accueilli le président russe Vladimir Poutine au château de Versailles. Et voilà, le discours quelques années après, le discours de Emmanuel Macron à Bratislava, où il disait que on devait il citait Kundera, et il disait que il disait pas ça, mais il mettait en relief, en évidence qu'on devait peut-être, les Occidentaux, on devait peut-être écouter les Tchèques, les Slovaques, bref, les pays au centre d'Europe. Donc ça, c'était un discours qui a marqué ce changement. D'ailleurs, il y avait beaucoup d'hommes politiques, je pense à l'ancien Premier ministre français Fillon, qui travaillait également pour les Russes, qui a arrêté. Donc je pense que ici en Tchéquie, on se rend pas compte à quel point la France a fait ce tournant, ce changement, puisque c'était des liens qui étaient très forts. Et je pense que ça, c'est ce qui a également joué. Et ça va pas se remédier en quelques années. C'est un tournant, c'est une charnière. Et c'est sous la présidence d'Emmanuel Macron que ce changement a eu lieu. Martin, on a parlé des entretiens qui t'ont marqué, des entretiens réussis, des reportages aussi réussis. Est-ce que tu peux penser à des interviews que tu as ratées, que ce soit sur le fond ou sur la forme techniquement? Il y a eu certainement des entretiens qui n'ont pas eu lieu, puisque voilà, à la dernière minute, les Français, mais poser un lapin. Voilà, j'ai la même expérience qui date juste quelques heures, donc ça se passe ici également en Tchéquie. Mais c'est vrai que il y a eu des entretiens qui n'avaient pas eu lieu, des reportages que je voulais faire et je ne pouvais pas faire. Par exemple, j'étais à Fessenheim. Et j'ai beaucoup, c'était grâce à l'ambassade française ici en Tchéquie, je pouvais visiter cette centrale. On a mis beaucoup d'années en plus pour la construire, cette centrale. Beaucoup de retard dans les travaux. Voilà, beaucoup de retard. Mais au final, je n'ai pas eu la possibilité de faire un reportage audio puisqu'il y avait des mesures qu'on devait suivre. Donc ça, c'était un petit peu ce qui me rendait un petit peu malheureux. Je comprenais pas vraiment puisqu'il y avait d'autres journalistes et papier, mais n'empêche que je suis reconnaissant et j'ai toujours cette expérience en tête et je suis reconnaissant pour le travail que l'ambassade française ici à Prague a fait en amont pour justement que je puisse visiter cette centrale. Et il y avait le deuxième jour, on a pu visiter en fait le parc éolien qui était pas très loin. Donc là par contre, je pouvais réaliser un entretien, des reportages, des interviews, et c'était également une expérience. J'avais beaucoup de mal à ne pas vomir. C'était un effort incroyable puisqu'il y avait des vagues de plusieurs, je veux pas dire de mètres, mais c'était après une tempête et c'était beaucoup d'efforts. Il y avait mes collègues journalistes qui, presque tout le monde, même si on pris un cachet, un médicament. Donc c'était une expérience et un effort justement aussi.
parmi les personnalités que tu aurais voulu avoir mais que tu n'as pas pu avoir en entretien? J'ai vu sur ton profil de la radio que tu étais un fan de Houellebecq. Est-ce que tu as essayé d'avoir un entretien avec Michel Houellebecq ou d'autres que tu n'as pas eu? Je n'ai pas eu cet entretien. Je n'ai pas eu l'entretien avec le président Emmanuel Macron. Donc, je voulais également avoir cet entretien, mais pour les journalistes tchèques, c'est difficile. Pour les journalistes audio, c'est encore plus difficile. Et ces entretiens, ces hommes politiques, ces dirigeants, ils donnent des entretiens lorsqu'ils veulent véhiculer une information. Lorsqu'il y avait ce sommet ici à Prague pour la coalition, qui était justement pour établir des liens avec des pays qui sont pas vraiment dans l'Union européenne, mais qu'on veut s'approcher justement de ces pays. On veut plus on veut les mettre plus près. Donc là, il y avait un entretien qui est paru justement avec Ondřej Houska, journaliste de Hospodářské noviny, qui a pu réaliser cet entretien. Mais je me suis rendu compte que justement ces hommes de pouvoir puissants, justement des dirigeants, ils donnent des entretiens lorsqu'ils lorsqu'ils veulent justement véhiculer des informations. Donc je n'ai pas eu cette opportunité. J'espère que je l'aurai dans les mois, dans les années qui vont suivre. Et j'aimerais également faire plus d'entretiens avec des hommes et des femmes qui font de l'actualité, par exemple Sophie Yadno, l'astronaute, Thomas Pesquet, des personnalités, pas vraiment les hommes politiques, mais qui justement qui font l'actualité et qui sont intéressants. Tu parlais de la une du Figaro tout à l'heure. Ça a été aussi ton travail quotidien de suivre les médias francophones, français. Les médias sont en crise. En France également, les médias publics sont en crise. Est-ce que les deux domaines médiatiques en France et en Tchéquie sont comparables selon toi? Ça, dans une certaine mesure, oui. Oui, mais l'approche, elle est différente. Et également en France, il y a des tendances justement de mettre sous le même toit Radio France, Radio-Télé. Donc c'était le projet de l'ancienne ministre de Culture, Rachida Dati, qui n'est plus la ministre de Culture, qui voulait être maire de Paris. Donc je remarque qu'il y a cette tendance, mais elle est expliquée différemment. Donc le gouvernement français qui disait, dont notamment Rachida Dati, qui disait qu'il faut que la Radio France et la télévision française soient beaucoup plus forts, puisqu'il y a cette concurrence de Netflix. Donc si on les mettait sous le même toit, on pouvait avoir un organisme, je veux dire, quelque chose à la BBC française. Voilà, c'est ce qu'on disait. Tandis qu'ici, en Tchéquie, je remarque que il y a cette volonté justement de financer la radio et la télévision tchèque à partir du budget. Je dis oui, effectivement, il y a des exemples qui sont en Europe, mais par contre, il n'y a pas de garantie. Et je ne vois pas la volonté des hommes politiques tchèques de mettre des garanties suffisantes pour qu'on ne change pas le budget de la radio, la télévision au gré justement des hommes politiques, qu'on les change chaque année. Ça, je pense que ce qui me manque également, c'est le débat de longue haleine avec des professionnels, avec des académiciens. Ça, c'est ce qui me manque ici pour le débat quand on parle des médias publics tchèques. Marcel Pfaltis a pris ta place à ta suite en France désormais. Qu'est-ce qui t'attend, toi, dans les prochains mois à la rédaction ici à Prague? Tu restes un peu pour t'adapter ou tu repars en reportage, en voyage? Non, je reste à Vinohrady, à Radio. Je suis le membre de la rédaction internationale. Et ce qui est prévu, c'est que je devrais faire plus d'entretiens avec des personnalités. Donc, je commence avec un boulot qui est différent.
puisque de présenter, c'est autre chose, même si je faisais toujours la même chose, mais c'est quand même un travail qui est différent. Et c'est ce que je vais faire dans les prochains mois, on va voir. On se réjouit de pouvoir t'écouter et de pouvoir continuer à collaborer comme on l'a fait avec toi ces dernières années. Martin Baluja Diekui, merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup.